À présent, on va s'intéresser au mouvement d'une particule, isolée pour l'instant, au sein d'un fluide. Alors, on va chercher à définir des nombres adimensionnels qui vont nous permettre de représenter ce qui se passe dans ce phénomène. Ici, j'ai représenté la particule, donc la petite boule rouge que vous voyez ici. Et cette particule, elle est soumise dans la direction verticale à deux forces. L'une qui correspond à son poids apparent, donc qui est en fait le poids diminué de la poussée d'Archimède, et l'autre qui correspond à la traînée que nous venons de définir. Alors, ce poids apparent, c'est le poids moins la poussée d'Archimède. Donc, on va avoir le volume de la particule, donc ça va être un pi dp au cube sur 6 pour une sphère de diamètre dp, multiplié par l'accélération de la pesanteur et multiplié par la masse volumique de la particule moins la masse volumique du fluide dans lequel cette particule chute, donc ça correspond bien au poids diminué de la poussée d'Archimède. À cette force de poids apparent, on va soustraire, puisque la traînée est dirigée vers le haut, la force de traînée, qui était écrite juste au-dessus. Donc je recopie, c'est x rho f u infini carré sur 2. Et puis, pour ce qui est de l'air projeté, donc on a notre particule sphérique qui est en train de chuter à l'intérieur de ce fluide. Donc l'air projeté, ça va tout simplement être le diamètre de cette sphère. Donc ça va être un pi dp carré sur 4. Donc ça me donne la somme des forces. Et si j'écris le bilan complet, je sais que la somme de ces forces-là, puisque j'ai une particule qui a une masse qui reste constante, ça va être la masse de la particule, donc son volume, pi dp cube sur 6 multiplié par sa masse volumique, ρp, donc ça me donne la masse de la particule, multiplié par du sur dt, donc u étant la vitesse de chute de la particule. Alors, on va essayer de réarranger un petit peu cette équation. On voit que globalement, on retrouve beaucoup le volume, ou ici la surface, mais qui peut être facilement explicitée en fonction du volume. Et puis on a aussi la masse volumique de la particule qui apparaît ici et ici. Donc on va diviser cette équation par le volume de la particule, pi dp cube sur 6, et sa masse volumique, ρp. Et on va ainsi obtenir l'équation qui est écrite en dessous. Donc on retrouve bien les différents termes, elle est juste écrite dans l'autre sens. Alors, ça correspond donc au mouvement de notre particule à l'intérieur du fluide. On va avoir une phase d'accélération, et puis ensuite, la particule va atteindre une vitesse constante qu'on appelle la vitesse terminale de chute. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les problèmes de génie des procédés, cette phase d'accélération est la plupart du temps très courte, de l'ordre d'une seconde, voire moins, en fonction des cas de figure, évidemment. En tout cas, au regard de la durée du phénomène, en général, cette phase d'accélération est négligeable. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est la phase pendant laquelle on a une chute à vitesse constante. C'est pour ça que j'ai écrit ici que la dérivée de la vitesse devenait nulle. Donc, on regarde uniquement la phase de chute libre, vitesse terminale de chute, qu'on va voir apparaître ici. Donc la vitesse caractéristique de notre problème devient cette vitesse terminale de chute qu'on note ut. Alors si on réarrange encore cette équation, on cherche à définir des nombres adimensionnels. Ici on voit qu'on a la masse volumique ici, on a une vitesse, on a un diamètre mais qui est au dénominateur. Donc bon, pour faire apparaître un nombre de Reynolds, eh bien on peut, en regardant les choses de plus près, se dire qu'on va multiplier par cette grandeur. Et effectivement, si on multiplie l'équation qui est écrite en noir par dp cube rho f fois rho p sur mu carré, on obtient ici, au miracle, le nombre de Reynolds au carré. Et puis ici, on obtient un nombre. On peut vérifier en regardant attentivement les unités que c'est bien un nombre adimensionnel. Et ce nombre adimensionnel, c'est le nombre d'Archimède. Alors, quelquefois, on utilise aussi la notion de nombre de Galilée, le nombre d'Archimède est tout simplement le carré du nombre de Galilée. Et puis, on retrouve ici, entre les deux, un coefficient qui correspond donc à 3/4 du coefficient de traînée. Donc, on a comme ça, en partant d'un bilan de force, en s'intéressant uniquement à la phase où la vitesse de chute est constante, donc la fameuse ut,
on arrive à définir deux nombres adimensionnels qui vont nous permettre de représenter ce phénomène de chute à l'intérieur d'un fluide, une chute d'une particule à l'intérieur d'un fluide. Donc on retrouve nos deux nombres adimensionnels caractéristiques, le nombre d'Archimède et le nombre Reynolds terminal de chute. Vous voyez que c'est un nombre de Reynolds particulier, donc qui correspond à un nombre de Reynolds particulière. On retrouve la masse volumique du fluide, la viscosité du fluide. Ici, la dimension caractéristique de la particule. Pour le cas d'une sphère, c'est tout simplement son diamètre. Et par contre, la vitesse caractéristique, ici, j'ai pris la vitesse terminale de chute. Donc du coup, ça devient un RET, un nombre de Reynolds de chute, ou terminal de chute, si on veut dire le terme entier. Voilà. Alors, pour pouvoir déterminer la vitesse terminale de chute d'une sphère de taille donnée, ce qui va être un problème assez courant, on a toutes les informations, on connaît la masse volumique du fluide, sa viscosité, on connaît la masse volumique de la particule, on connaît son diamètre, et on veut savoir à quelle vitesse va chuter cette particule dans ce fluide. On va utiliser différentes expressions. Donc en fait, ça vient des expressions qu'on a vues précédemment du coefficient de traînée, tout simplement. Donc en régime de Stokes, donc pour des nombres d'Archimède faibles, vous voyez inférieur à 27,6, c'est très précis, on va avoir un nombre de Reynolds terminal de chute qui est égal au nombre d'Archimède divisé par 18, tout simplement. Ensuite, en régime de Newton, donc pour des nombres d'Archimède grands, vous remarquez qu'on a à la fois une borne inférieure et une borne supérieure, toujours en correspondance avec ce qu'on a vu sur le graphique du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. Et donc on va avoir une expression du nombre de Reynolds terminal de chute qui va être cette fois-ci égale à la racine carrée de 3 fois le nombre d'Archimède. Et puis en régime de Van Allen, on va avoir une expression un petit peu plus... avec des valeurs numériques qui correspondent typiquement à des corrélations. Donc on a un nombre de Reynolds terminal de chute qui est égal à 0,153 fois le nombre d'Archimède à la puissance 0,714. Alors, une fois qu'on a pu calculer la valeur de ce nombre de Reynolds terminal de chute, eh bien on va pouvoir remonter à la vitesse terminale de chute, puisqu'on connaît par ailleurs les caractéristiques du fluide et le diamètre des particules. Donc c'est bien une manière d'accéder à la vitesse terminale de chute à partir du moment où on connaît les propriétés du fluide et du solide. Alors on peut remarquer qu'il existe des expressions pour calculer directement la vitesse terminale de chute en régime de Stokes, donc vous voyez ici une expression, et puis en régime de Newton également, on va avoir une expression pour calculer directement la vitesse terminale de chute sans forcément passer par le calcul du nombre de Reynolds terminal de chute. Pour Van Allen, c'est un petit peu plus compliqué, on pourra écrire une équation similaire, mais du coup, on a tendance à préférer de calculer d'abord le nombre de Reynolds terminal de chute, puis ensuite d'en extraire la valeur de la vitesse terminale de chute. Donc ça, c'est un premier type de calcul qu'on sera amené à faire. On a les informations sur la caractéristique du problème et on veut calculer la vitesse terminale de chute. On peut se trouver dans des situations où on a des informations un peu différentes, un objectif un peu différent. Donc quelque chose qui peut être relativement classique, c'est de connaître la vitesse de chute et de chercher à calculer la taille des grains. Alors j'ai mis ici diamètre en supposant que c'était une sphère, mais évidemment ça peut être étendu à d'autres formes de particules. Alors dans ce cas-là, on va calculer la valeur donc du rapport entre le coefficient de traînée et le nombre de Reynolds terminal de chute, donc il y a l'expression qui est ici. Vous voyez que cette expression, elle dépend des propriétés du fluide et des particules. On retrouve la viscosité, on retrouve les masses volumiques, mais on n'a pas le diamètre des particules, puisque c'est justement ça qu'on cherche à calculer. Dans ce nombre-là intervient aussi la vitesse terminale de chute, qui dans ce cas-là est supposée connue. Et du coup, à partir du moment où on a calculé cette valeur de Cx sur Reynolds, en fonction de sa valeur, on va pouvoir déterminer dans quel régime on se trouve, donc Stokes, Newton ou Van Allen, et en fonction du régime, utiliser une expression soit approximative, ce que vous avez ici, soit une expression plus précise. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à avoir comme ça des expressions différentes? En fait, les expressions précises, qui se trouvent être les mêmes ici,
ce sont des équations implicites, puisqu'on a le nombre de Reynolds terminal de chute qui apparaît ici et là. Donc, pour pouvoir avoir une valeur de ce nombre de Reynolds terminal de chute, ça peut être bien d'avoir une valeur d'initialisation. Souvenez-vous de la manière de calculer une équation implicite, de résoudre une équation implicite. Et du coup, la formule approximative ici va permettre d'obtenir déjà une valeur approximative et au moins une valeur d'initialisation pour chercher la valeur du nombre de Reynolds terminal de chute à l'aide de la formule plus précise qui apparaît ici. Quand on est en régime de Newton, c'est un peu plus simple, évidemment, comme le coefficient de traînée est constant, on retrouve le fait que le coefficient de traînée est constant ici. Donc on peut calculer le nombre de Reynolds très facilement ici. Et du coup, une fois qu'on a le nombre de Reynolds terminal de chute, avec son expression, on va pouvoir remonter au calcul du diamètre du grain, si c'est un grain sphérique. Dernier cas de figure assez classique, on va chercher à déterminer la viscosité d'un fluide. Et c'est même quelque chose qui est utilisé au laboratoire pour pouvoir mesurer la viscosité d'un fluide. On a des dispositifs, comme vous le voyez ici sur la photographie, dans lesquels on va pouvoir étudier la chute d'une bille. Donc en fait, vous avez ici un tube de diamètre évidemment connu, avec, on aperçoit ici une petite bille blanche qui est en train de chuter à l'intérieur de ce tube. Évidemment, le tube est rempli du fluide dont on cherche à mesurer la viscosité. L'enceinte est thermostatique, ce qui va permettre de mesurer des viscosités à différentes températures. Et puis, donc, on a des index, donc on aperçoit ici et ici. Et en fait, on va tout simplement chronométrer le temps que va mettre la bille pour chuter à travers ce fluide. Et donc en fonction de la distance entre les deux index et du temps qui va être mis, on va remonter à la vitesse de chute et à partir de cette vitesse de chute, on va pouvoir remonter à la viscosité du fluide. Donc, ça fait l'objet d'un exercice, donc je ne vous montre pas ici les équations, on les verra dans le cadre de cet exercice. Donc vous voyez que nous avons défini la vitesse terminale de chute, qui est une notion qui sera très importante en génie des procédés dans un tas de problèmes, en décantation en particulier évidemment, mais on va la retrouver dans d'autres situations. On a défini en même temps le nombre de Reynolds terminal de chute, qui n'est autre qu'un nombre de Reynolds particulière pour lequel on a comme vitesse caractéristique la vitesse terminale de chute. Et on a vu dans différents cas de figure, en fonction de ce qu'on connaît et ce que l'on cherche à calculer, comment on va s'y prendre et les différentes équations correspondantes.